coup, j'ai avancé un petit peu la conférence Papercraft. Je vais surtout utiliser des images et également des logiciels en 3D à partir de l'ordinateur. Pour commencer, du coup, le temps que je vous présente qu'est-ce que le Papercraft, je vous propose un petit diorama de photos qui sont plus ou moins jeunes, puisque celle que vous voyez là, elle a déjà plus de 10 ans. Là, on est passé à autre chose, qui sont tout simplement des Papercraft qui m'appartiennent ou qui appartiennent à l'association Indicator, qu'on peut retrouver notamment sur nos stands, les différents stands selon les salons et conventions auxquels on participe. Du coup, le Papercraft, qu'est-ce que c'est? Donc, pour ceux qui suivent les Geek Ferries et qui suivent également Indicator et tout ce qu'on fait, c'est pas bien nouveau, mais en gros, c'est de la maquette papier, au sens où on va découper les pièces sur des feuilles cartonnées pour qu'elles soient un petit peu plus robustes, de manière à les coller entre elles, à les mettre en forme entre elles, et obtenir des formes plus ou moins variées sur tout un tas de sujets, que ce soit des personnages. Là, ce sont des répliques d'armes de jeux vidéo. Là, par exemple, Clonoa, c'était un personnage d'un jeu vidéo sorti sur PlayStation 1. Pas tout jeune, ça. Mais ça peut être également des bâtiments, ça peut être du militaire, du ferroviaire, de l'aviation. En fait, absolument tout existe en Papercraft. Il y a une règle qui est assez simple. Dérivé d'une autre règle qu'on utilise très souvent, si ça existe sur internet en version porn. Là, c'est pas la même chose. Si ça existe en maquette, en fait, maquette plastique ou figurine, techniquement, ça existe également en Papercraft. Et en général, ça se valide très souvent. À savoir qu'on peut absolument retrouver tout et n'importe quoi en Papercraft, avec un degré plus ou moins détaillé de facettes, l'aspect facettisé, qui vous donne des Papercraft plus ou moins ronds, plus ou moins anguleux, voire complètement cubiques, comme les petits Papercraft que j'ai autour de moi, ceux-là notamment. Alors vous le verrez pas effectivement parce que je suis en icône dans l'écran, mais c'est les fameux petits Cubicraft qu'on utilise lors des initiations qu'on le fait sur chacun de nos stands Indicator, qui prennent 3/4 d'heure à 1 heure grand maximum à être montés. C'est une feuille à découper. Là, c'est un Nier Auto en mode ermite de mémoire. Oui. Il existe absolument tout et n'importe quoi en termes de personnages en Cubicraft. Le système a été lancé par comment je dirais, un site en particulier. Il me semble que c'est cubicraft.com notamment. Et des tas de sites ont récupéré le système. Simplement, on refait les skins des personnages, donc c'est purement de la création graphique dans des cases qui correspondent aux différentes cases des cubes qui fabriquent chaque personnage. À l'image, là, on a également du working progress, donc des images en cours de montage. En l'occurrence, là, pour ceux qui connaissent, ce sont les linettes de Destinova dans Gun, Battle Angel Alita, pour ceux qui le connaissent en anglais, dont on parle en ce moment avec le futur film produit par James Cameron qui va arriver. Techniquement, le Papercraft, on peut considérer que ça existe depuis à peu près 150 ans. Alors pas forcément sous ce nom-là, bien entendu. Alors... Oui, ça c'est bon, ok. Je suis en train de checker en même temps le chat, le flux questions, si jamais vous en avez, vous pouvez les poser, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, Papercraft existe depuis environ 150 ans. En gros, il suffit d'avoir du papier. Dès qu'on a du papier et qu'on commence à faire une création, c'est soit un avion en papier, soit éventuellement de l'origami, qui n'est pas du tout Papercraft. Grosse différence entre les deux quand même. Je vais la faire tout de suite d'ailleurs. L'origami, c'est l'art du pliage. En général, ça vient du Japon. L'art du pliage de papier pour obtenir une forme finale, qu'elle soit purement planaire, une fois qu'elle est pliée, voire mise en forme dans certains cas quand on commence à les déformer ou à les gonfler, quand il y a une poche et qu'on arrive à le gonfler. Pour faire une grenouille par exemple, j'ai su le faire un moment et à la fin on souffle par le petit trou qui reste. Ça permet de donner le corps de la grenouille en forme et ensuite les pattes sont elles plutôt pliées. Vous n'avez ni le droit pour l'origami de déchirer, découper, coller
le papier. C'est uniquement des méthodes de pliage et des déformations du papier, mais sans altérer le papier en lui-même, au sens le déchirer ou autre. Le papercraft, c'est vraiment de la maquette au sens où effectivement on peut faire du pliage, de la mise en forme, un peu à l'image de l'origami, mais à la base ce sont bien des pièces différentes, tout un assemblage de pièces comme une maquette plastique où il y a différentes pièces à assembler entre elles, qui constituent la base du modèle papercraft. Ensuite on a du collage final qui va donner la cohésion à toutes les pièces. C'est en ça que le papercraft et l'origami sont deux disciplines radicalement différentes. Au niveau existence, 150 ans, on dit ça parce que je sais qu'il a existé des petits modèles il y a très longtemps. On utilisait souvent le papier pour éventuellement faire des maquettes d'architecture. Le carton aussi, ça marche très bien pour avoir des surfaces verticales. Il n'y a plus qu'à les découper au scooter ou au scalpel et ça vous donne des surfaces comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, une chose que je suis en train de chercher, que je n'ai toujours pas retrouvé, j'essaie d'utiliser différents termes lorsque je fais des recherches, des moteurs de recherche sur internet. Choisissez celui que vous voulez. Parce qu'il n'y en a pas un seul, hein. C'est faux de dire que Google est tout seul. Il y a Quant qui est très bien aussi. J'essaie de chercher notamment quelque chose que je dis tout le temps, et pour justifier le fait que le papercraft existe depuis très longtemps. Lorsqu'on a eu notamment la Seconde Guerre mondiale, peut-être pendant la Première Guerre mondiale aussi, j'en suis moins sûr. Lorsqu'on était pendant la Seconde Guerre mondiale, absolument toutes les ressources matérielles, papier, bois, métal, enfin tout ce qu'on voulait, étaient forcément dédiées à l'approvisionnement du côté militaire. Ce qui fait qu'il restait assez peu de matériaux, on va dire, usuels et encore en circulation pour les civils. Mais le papier, d'une certaine manière, et le carton pouvaient faire partie des peu de matériaux pouvant encore exister et être en accès assez facile durant les temps de guerre. Quelque chose qui se fait depuis très souvent, ce sont les cartes postales qui permettent tout simplement soit de s'envoyer des nouvelles, soit tout simplement également de faire la promotion d'un lieu, puisque les cartes postales d'antan étaient souvent, enfin, c'est même encore le cas actuellement, des photos des monuments importants d'une commune, d'une ville, d'une région et autres, des lieux emblématiques. Et derrière, vous pouvez écrire votre message. Il a existé, ça je le sais, mais j'ai toujours pas de photos, et j'essaie d'en chercher, c'est vraiment pas évident, des cartes postales à construire. Sous-entendu, la carte postale était peut-être un peu plus grande que la carte postale qu'on connaît à l'heure actuelle, et permettait tout simplement de construire des monuments historiques, comment je vais dire, des monuments historiques remarquables, comme par exemple l'Arc de Triomphe, qui est un monument relativement basique. Si on enlève l'arche au milieu, c'est un parallélépipède rectangle, une fois qu'il est formé. Et l'arche au milieu, soit vous faites une découpe et vous mettez même pas de paroi, ça marche très bien. Il suffit ensuite d'avoir ce qu'on appelle le skin, que ce soit un dessin ou une photo, pour donner l'impression de tous les détails. Et en gros, vous ne faites pas les reliefs, pas le collage. C'est quelque chose de très facile, un peu comme on construirait un cube. Il y a 6 phases, vous les collez ou les assemblez par languette, Malfenel ou par collage, et ça vous donne un cube. Un monument qui est très cubique, ou parallélépipédique, ça marche pareil. C'est le cas par exemple de l'Arc de Triomphe. Le Trocadéro sur Paris par exemple, je vais prendre ça comme exemple, c'est des lieux remarquables qui sont très connus. Même s'il y a un galbe, puisque le Trocadéro c'est en gros 2 corps de bâtiments qui sont cintrés, ça se fait très bien en papier. Je sais que ce genre de maquette a existé sous forme de carte postale. J'arrive pas à retrouver des images pour l'instant. Il va falloir absolument que j'en trouve, parce que c'est ce que je dis à chaque fois. Je suis quasiment sûr que ça existe. Sauf que j'arrive pas à trouver les termes encore à l'heure actuelle. Où ça se trouve, il n'y a pas de photos qui se baladent tant que ça sur Internet. Faut absolument que j'arrive à retrouver cet item. Ce qui va m'amener, du coup, au fait que il existe des sociétés qui vendent du papercraft. La société la plus connue et qui existe encore, à mon sens,
française qui plus est, et qui fait du papercraft au niveau monuments nationaux ou remarquables. Elle s'appelle Instant Durable. Instant Durable, donc comme je le disais, ça c'est pas ce que je veux, ils sont spécialisés dans les monuments. Et donc effectivement, par exemple, reviens là toi. Non, c'est bien ça. Ça, c'est le château de Chambord. C'est la maquette finie. Et ça avait été développé par Instant Durable, la société, qui ont développé en fait des artbooks directement avec un papier cartonné, permettant, via notamment un guide de montage, de pouvoir monter entièrement le château de Chambord. Alors il y a certainement des simplifications sur certaines formes, notamment avec toutes les cheminées. On dit que le château de Chambord a autant de cheminées qu'il y a de jours dans l'année. Ce qui n'est pas forcément faux. Il y en a tellement. Vous avez forcément des simplifications. Les petits détails vont simplement être dessinés sur les façades. Mais les formes génériques sont ici représentées de manière volumique. Ça existe avec énormément de choses en fait. Là par exemple c'est si je ne m'abuse, le château de Chenonceau. Je vais juste vérifier. Voilà, c'est le château de Chenonceau. Donc c'est un château qui est à cheval sur un fleuve, qui doit être la Loire, si je ne me trompe pas. Oula, reviens là toi. Et donc là pareil, tout en papier, c'est la maquette issue de l'artbook qui a été posée, elle, sur une plaque de bois et avec un effet haut pour rendre le côté réaliste de ce château, qui est quand même vraiment posé sur l'eau, littéralement. Là, c'est le Palais des Papes. Donc c'est pareil, c'est donné comme ça, et ce qu'on voit très facilement, c'est que le Palais des Papes lui-même étant construit sur un relief en termes de sol, en fait, bah, c'est également retranscrit dans le papercraft, de manière à pouvoir avoir le lieu vraiment correct. Ça, c'est une autre vue de la même réalisation, papercraft du Palais des Papes. Alors, celui-là, je ne sais même plus lequel c'est. Pierrefonds, le château de Pierrefonds. Voilà, donc ce qu'on voit très bien, par exemple, tout ce qui est crénelage, moellon et créneaux tout en haut. Alors, reviens là, toi. C'est assez simplifié. On a simplement l'épaisseur du papier. On le voit là sur les châteaux à créneaux en haut des toits à Poivrière. Vous allez avoir simplement l'épaisseur du papier qui vous permet de symboliser les créneaux. Là où effectivement, réellement, il y a une épaisseur de pierre. Sauf que à la taille de la maquette, on est sur une maquette qui doit faire, je pense, une bon 30 cm de haut, 30 à 40 peut-être. Ça ferait des toutes petites pièces. Le but du jeu, c'est que ça soit quand même montable par tout le monde. Je me rappelle en avoir eu, moi, quand j'avais 12-13 ans. On a monté un village médiéval et de mémoire un château fort, mais je ne me rappelle plus lequel. Ça se monte très bien. Le problème, c'est que certaines personnes ne sont pas forcément toutes douées de la même manière avec leurs mains, mais également n'ont pas forcément la patience d'assembler tout ça, puisqu'il y a quand même un certain nombre de pièces à découper et à coller par la suite. Du coup, il y a forcément certaines simplifications, notamment dans les faits. On ne va pas non plus faire tous les créneaux, parce que ça voudrait dire, si on voulait faire l'épaisseur de de la muraille réelle, et notamment de la zone des créneaux, il faudrait tout simplement avoir 2 fois les créneaux sur la partie visible, de face, également à l'arrière. Mais il faudrait avoir une bande qui reproduit absolument toutes les pliures des créneaux. Et il faut coller tout ça. Bien entendu, c'est beaucoup plus long parce que ça veut dire 3 pièces à découper, plus toutes les languettes à coller, sur une zone qui doit faire à l'échelle de la maquette pas plus de 5 mm d'épais. Simplement avec des doigts, c'est pas évident, parce que la plupart de ces maquettes-là ont l'avantage de pouvoir être faits simplement avec des ciseaux, de la colle, et c'est bien tout en fait. Dès que ça devient un peu plus compliqué, il faut tout de suite avoir des pinces à épiler ou des petites pinces pour pouvoir
arriver jusqu'à la languette et appuyer avec la pince pour pouvoir coller la colle, plutôt que de le faire avec les doigts, puisque de toute façon on n'a plus la place vu la taille des doigts. Et dans mon cas c'est encore particulièrement vrai, puisque j'ai quand même des gros doigts. Ce qui m'empêche pas de faire du papercraft assez détaillé, justement en utilisant des pinces à épiler ou autre. Quand je dis pince à épiler, en fait, c'est la même chose qu'une pince de maquettiste, sauf que la différence se trouve en termes de prix. Une pince à épiler, vous allez trouver dans tout magasin à 2 €, 2,50 €. Une pince de maquettiste, vous allez mettre 4 fois le prix parce que ça s'appelle de maquettiste. C'est très souvent comme ça. Les matériaux et les outils spécialisés, qui sont très souvent semblables, voire quasi identiques à des outils qui n'ont pas le même nom, sont 2 à 3 fois plus chers, mais c'est exactement la même utilité, les mêmes matériaux. Ça, faut bien le savoir, donc ça sert à rien forcément de se dire je vais utiliser les outils, et surtout acheter des outils associés à ma discipline, là où en fait ce sont des outils usuels qui servent à absolument tout le monde pour tout et n'importe quoi. En termes de prix, c'est très vrai. Pour les pinceaux, quand on fait de la maquette et surtout de la peinture, éventuellement, là c'est différent, parce que certains pinceaux ont vraiment des caractéristiques spécifiques, par exemple ce qu'on a des pinceaux un poil qui permettent de faire des détails ultra précis. Là c'est différent parce que ce ne sont pas des pinceaux usuels, donc c'est forcément des pinceaux qui sont faits spécifiquement et sont dédiés pour une activité de peinture ultra précise. Ici, tout simplement la cathédrale de Reims de mémoire. Oui, c'est la cathédrale de Reims. Donc là c'est pareil, beaucoup plus de détails puisque il va falloir faire absolument tous les petits chapiteaux pointus qui protègent chaque pile de contrefort. Il faut découper absolument tous les petits détails des frises qui se trouvent au bas et au fait de la toiture. Voilà, donc celui-ci c'est vraiment pas un modèle pour débutants puisqu'il y a énormément de découpes et qui plus est très répétitive, ce qui a tendance à m'énerver. Mais bon, le résultat quand même vaut le coup d'œil. Voilà. La question c'est combien de temps on est prêt à y passer par rapport au résultat. Après, quand je dis c'est long, il suffit d'en faire 1 à 2 heures de temps en temps, pas forcément tous les soirs, peut-être une fois dans la semaine. C'est pas le but du jeu, c'est d'arriver à la fin. En combien de temps, on s'en fout en fait. En tout cas, moi je m'en fiche. Donc voilà. Ça, c'était en fait tout simplement pour le côté monument. Mais ce qu'il faut savoir, je vais passer en diorama comme ça, ils resteront. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dit que ça existait également dans le militaire, dans le ferroviaire, absolument un peu partout. En gros, il faut également savoir que chaque pays va avoir ses domaines privilégiés dans le papercraft. La France a effectivement les monuments. On aime bien aussi le militaire. Quand je dis on, c'est de manière générale ceux qui font du papercraft. Le militaire a une bonne réputation. Pour tous ceux qui, comme moi, connaissons le côté geek, animé, dessin animé, jeux vidéo, bien entendu, tout ce qui s'y rapporte, que ce soit les personnages, mais également les armes et les équipements, qui permettent à de nombreux cosplayers qui n'ont pas encore voulu se mettre, ou qui n'ont pas envie de se mettre à l'impression 3D, comme on en a discuté hier, une autre alternative qui consiste, notamment pour les armures, à faire l'armure en papier et à la rigidifier, ou alors utiliser les patrons papier Papercraft pour découper les plaques de mousse qui permettent de faire l'armure en mousse. Ce qui marche très très bien. Bien sûr en enlevant ce qu'on appelle les zones de collage, puisque là on colle directement d'épaisseur à épaisseur les pièces de mousse quand elles sont de 5 à 10 mm minimum. Donc c'est quelque chose que je vois très souvent maintenant. Toutes les armures, notamment Iron Man, je crois qu'il y a un site qui les répertorie toutes, qui permettent tout simplement de bâtir une armure cosplay à partir d'un papercraft. Toutes les armes aussi, par exemple de Skyrim, absolument tous les équipements de mémoire, il y a un site qui les a répertoriés, qui a sorti les fichiers 3D et qui les a rendus compatibles du logiciel dont je vais parler un petit peu plus tard, qui s'appelle Metasequoia, qui permet de développer du papercraft pour tout le monde. C'est un des seuls que je connaisse en fait.
le logiciel lui-même. Si on prend les pays de l'Est, par exemple, les pays de l'Est par rapport bien sûr à la France, Pologne, Ukraine, Russie, Allemagne aussi, Roumanie, enfin tous ceux que j'oublie, eux sont beaucoup plus à la fois sur le militaire mais également le ferroviaire. Parce que oui, le ferroviaire, qu'il soit contemporain ou plus vieux, genre au sens ferroviaire à vapeur. Il existe des modèles assez démentiels de locomotives à vapeur, notamment la T ou la P2 polonaise. P2 je crois. Polonaise. C'est un modèle qui existe. Alors, il est déjà bien long parce que c'est une grosse locomotive à vapeur. Le modèle en lui-même, je crois que ouais, la locomotive doit bien faire un bon 60 cm, plus le tender derrière où on met le charbon et une réserve d'eau. C'est amusant parce que en fait, c'est surtout une structure qui a été imaginée en forme de patron, à découper dans différentes épaisseurs de papier ou de carton. Donc là, c'est plus un patron qui permet ensuite d'utiliser les matériaux qu'on veut et de reporter la taille du patron des pièces à découper. Vu que c'est une locomotive à vapeur, il y a énormément de rivets, puisque c'était à l'époque, tout était pas forcément par soudure, mais énormément assemblé par rivetage, que ce soit la chaudière, mais également la structure, le châssis. Chaque rivet a été... Il y a des diamètres, il y a 3 ou 4 tailles de diamètre différents. Le but du jeu, c'est de récupérer une planche cartonnée, de prendre un emporte-pièce qui est au bon diamètre et de se découper soi-même tous les rivets. Sur la maquette, il y en a 1400. Quelle que soit la taille, hein. Je vous dis qu'il y avait 3 tailles. Ça veut dire qu'en gros, il faut se taper avec un petit marteau et un emporte-pièce sur une plaque de découpe, se découper tous les rivets en les tapant, et ensuite il va falloir les coller. C'est extrêmement long, fastidieux pas forcément, c'est très long, mais alors le résultat est sensationnel puisqu'on a vraiment l'impression de relief de chaque rivet sur la surface qui porte le rivet, que ça soit la surface galbée cylindrique de la chaudière, mais également toute la partie structurelle qu'à la limite on va même pratiquement pas voir puisque ensuite il va y avoir toutes les roues plus toute la mécanique de tringlerie entre les roues qui permet de transmettre la puissance. Voilà, on peut arriver jusque-là. Dans le militaire, c'est pareil. Il existe des tanks ou des jeeps ou des wagons militaires où les concepteurs se sont amusés non seulement à faire l'intérieur du véhicule, mais ils vont beaucoup plus loin que ça. Ils font même le moteur. Le moteur qui, techniquement, on ne verra pratiquement pas, sauf si on ouvre le capot. Et en ça, c'est vraiment démentiel, puisque les maquettes Papercraft deviennent plus détaillées que les maquettes plastiques qui sont vendues dans le commerce par les différentes marques qui sont très connues, Heller, Revell, Trumpeter et j'en passe. En ça, le Papercraft parfois est vraiment très surprenant et il est très compliqué par moment de voir qu'un modèle est en Papercraft, surtout sur les modèles militaires, puisque par définition les formes sont très géométriques pour être très facilement productibles. Oui, c'est ça, productible en grande série. Et ça sert le papier, puisqu'au final, elles sont coupées comme on découperait de la tôle, et elles sont assemblées entre elles. Donc du coup, une fois que vous avez mis la texture et tout ça, eh ben, on ne voit pas que c'est du papier. Ce qui n'est pas le cas quand on fait des assemblages très galbés, où il y a plein de formes et de courbes, puisque là, on voit clairement les différentes pièces collées les unes sur les autres. Sur le militaire et sur le ferroviaire, ça marche très très bien, on s'en aperçoit pas quand ils sont extrêmement détaillés. Le Japon, bien entendu, c'est lui qui nous a amené majoritairement tout ce qui était jeux vidéo, dessins animés, bien entendu. Et ils aiment beaucoup également ce qui est science-fiction au Japon, mais également les trains. Et je dirais même plus que le militaire, là c'est plus le ferroviaire qui est devant le militaire au Japon. Voilà, les US, je crois qu'ils touchent majoritairement à tout ce qui est personnages. Jeux vidéo, comics, parce que ça existe aussi bien entendu, militaire bien entendu, par contre ferroviaire un peu moins, et après tous les pays se valent sur les autres domaines, les bâtiments, le spatial et tout ça. Si, il y a un truc qui est assez amusant qui vient beaucoup du Japon, c'est le côté nourriture. Avec des sushis, des makis, des sashimi, il y a des bols de ramen. C'est simplement une surface sur laquelle vous allez reposer des aliments, donc on a l'impression que ça fait un bol de ramen, surtout si on utilise un papier un peu glacé, c'est fait comme sur une surface d'eau qui était réfléchissante.
bien sûr, en fonction de tout ce qu'on fait en papercraft, il est tout à fait possible d'utiliser différents papiers pour les impressions, quand on les imprime nous-mêmes. Parce que la majorité des papercraft qu'on va trouver, à part effectivement les pièces que je suis en train de faire défiler à l'écran, sont en général, à plus de 99%, issus de téléchargements en libre service faits par des fans pour des fans. C'est le principe du téléchargement à la base, enfin du fansub, mais ça existe aussi dans le papercraft. Et on va dire qu'il y a moins d'1% de modèles officiels, à l'image des bâtiments d'Instant Durable ou de certains personnages. Les deux personnages qui sont derrière moi, vous avez peut-être dû voir, bon, je vous les montrerai en détail tout à l'heure, qui sont des personnages de jeux vidéo. Eux sont également des modèles issus d'artbook officiels par rapport aux jeux vidéo. Un petit peu d'hydratation. L'image que je vous ai mis là, c'est tout simplement une des pièces de montage d'un des châteaux, je pense. Pas sûr, peut-être une église, je sais plus. Ça vous donne, en gros, c'est une image, un working progress, où on voit plusieurs pièces assemblées, découpées, qui permet de montrer certainement l'entrée d'une cathédrale avec un espèce de petites pièces en préalable, et qui va ensuite monter vers un plan supérieur avec l'escalier qu'on voit qui est symbolisé par une rampe où on a dessiné un escalier, mais c'est clairement une rampe, hein, c'est juste une rampe de papier. Et vous avez plein de numéros sur les languettes, c'est là où on va appliquer la colle, qui permettent de savoir, alors dans ce cas-là précis, c'est pas le cas tout le temps, quelle pièce va se coller sur cette languette. C'est pour ça qu'on retrouve le même numéro un peu partout. A61, 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 ah, il y a un A57 là. Ah bah si, je sais. A57, le gros numéro en gras, c'est le numéro de la pièce. Et petit A61, c'est le numéro de la pièce qui doit se coller sur la languette qui est ici. En gros, ce qui est accolé là, c'est une immense pièce qui va faire le plancher, enfin le plafond du point de vue de la pièce qui est représentée sur l'image, mais également le plancher du niveau supérieur de la maquette du bâtiment. Ça ressemble toujours à ça, quoi. Voilà, exemple concret. Là, c'est la même pièce de mémoire. Voilà. Alors, en fait, j'aurais dû vous montrer ça d'abord, puisque cette pièce-là a commencé à être collée. La partie du bas va se coller sur le côté pour créer le mur. Et là, il nous manque justement de la pièce 1,57. On voit les zones de collage qui sont identifiées où on va coller la languette. Et quand on la colle, bah, ça donne la paroi qui est au milieu, la grosse pièce A57. C'est-à-dire que si on faisait une photo de l'autre côté, et de l'autre côté, bah, normalement c'est blanc, parce que c'est imprimé d'un côté, mais rarement des deux côtés dans les artbooks. Ça peut se faire, mais en général, les artbooks sont beaucoup plus chers, puisque ça veut dire qu'il y a une correspondance de coloration, mais également de détails, entre deux faces d'un artbook. Donc si on fait la photo, là on a une face blanche, mais surtout on voit également les languettes blanches de collage, à l'image de ce qu'on voit par terre ici. Avec les deux languettes à 57 partout, et les deux languettes sur le côté, parce qu'il y en a une également qu'on ne voit pas derrière. Voilà. En termes de conception, il y a, dans le cas de tous ces châteaux, Instant Durable en général, à l'époque, il me semble, parce que Instant Durable, c'est pas nouveau. Hein. C'est une société qui a moins plus de 20 ans. Excusez-moi. C'est une société qui a au moins plus de 20 ans, voire peut-être plus. Donc forcément, si ça a plus de 20 ans, dire qu'ils utilisaient les ordinateurs, ça serait totalement faux, puisque les logiciels de 3D sont beaucoup plus récents. 20 ans, moi j'avais 14 ans, je pense pas qu'ils utilisent ça. À l'époque, et surtout s'il y a des modèles qui sont sortis maintenant, à l'époque en fait tout était fait par des maquettistes qui donnaient les formes générales du château, et toutes les colorisations, textures et détails étaient tout simplement faits à la mano. C'était des dessinateurs et des peintres ou naturalistes qui peignaient et donnaient ce qu'on appelle le skin, à savoir la texture et l'effet visuel recherché. Ça existe également dans les animaux, notamment les birds mobiles, donc mobiles oiseaux,
où on peut retrouver des tas d'oiseaux caractéristiques, et notamment des espèces protégées pour sensibiliser le public. Ça c'est pareil, j'en ai fait quand j'étais jeune, vers 12-13 ans. On a fait un merlin, c'est un faucon en anglais. On a fait une chouette, on a fait une hirondelle, un martin pêcheur, un pivert, un rouge-gorge, une mésange, et je crois que c'est tout. La forme a clairement été faite par maquette, et ensuite tout le plumage, les détails du plumage ont forcément été faits à l'aide de naturalistes qui sont habitués à peindre des aquarelles en observant les oiseaux. Ce sont des papercraft génialissimes qui n'ont absolument demandé aucune intervention de l'informatique. Ce qui peut être surprenant, puisque justement je vais aborder la deuxième possibilité de créer des modèles 3D, avec un que j'ai personnellement développé il y a déjà une dizaine d'années, en fait, il y a déjà 10 ans. C'est pas tout jeune. Bon, ceux qui connaissent le personnage, je pense ça va leur parler. Ce petit personnage, c'est une poupée Sadida, qui s'appelle Poche d'ailleurs, c'est son petit surnom. Et donc Sadida, on est dans le domaine du jeu Dofus de Ankama Game. Et c'est également en fait la mascotte de... Alors c'était, parce que j'y suis pas retourné depuis un moment sur leur site, mais pendant très longtemps ça a été la mascotte et l'emblème de la boutique Ankama Shop. J'ai toujours aimé ce petit personnage parce qu'il est très souriant, tout mignon. Et je me suis dit, bah, je vais m'amuser, je vais le refaire en 3D pour faire un papercraft. Donc pour faire ça, sachant que Ankama à la toute base c'est que du flash, il n'y a absolument aucune structure 3D qui existe. Puisque, pourquoi je suis obligé de faire une structure 3D, ça n'existe pas. À l'heure actuelle, la majorité de toutes les figurines qui puissent exister sur les personnages de jeux vidéo, ou même de films qui utilisent énormément la 3D, c'est tout simplement le fait que on arrive à récupérer dans les jeux vidéo ou même ailleurs les fichiers 3D plus les fichiers textures pour pouvoir les réutiliser dans un logiciel et les rendre compatibles du logiciel qui nous permet de développer le papercraft dont je parlerai après justement le développement de Poche en 3D. En gros, c'est simplement des structures polygonales où on a donc un système de points droits de facettes plus un fichier texture qui est associé dedans, qui ressemble en fait tout simplement à ça. Donc là c'est Metasequoia, c'est un tout petit logiciel basique qui permet de créer des formes. À la base quand on commence, on a tout simplement ça. Alors on peut associer des couleurs si on le veut, des couleurs très basiques. Donc ici j'ai tout simplement en fonction, alors je dois plus les avoir dans le 3D, mais j'avais clairement dans le 3D, comme c'est très souvent, ça on peut le fermer, ça on peut le fermer aussi. À partir de cette image là, je peux importer cette image pour la mettre dans le 3D et l'utiliser simplement comme patron de découpe extérieure pour savoir si mes proportions déjà de personnages sont correctes. Il me semble que c'est ce que j'ai fait. Vous importez l'image sur un des plans de la 3D, vous l'utilisez comme ce qu'on appelle la technique du blueprint, une vue de face, une vue de côté, une vue de dessus. En l'occurrence ici je n'ai qu'une vue de face puisque c'est la petite figurine, c'est juste l'image qui existe. Et donc c'est moi qui ai interprété le fait que elle avait une tête qui était effectivement définie de face, mais de côté et de dessus, ce n'est pas le cas. Après, vu que c'est une... Alors, je vais arriver à bouger. Vu que c'est une poupée, naturellement, j'ai considéré que c'était quelque chose de ovoïde. Et donc, ça donne cette modélisation-là. Il y a également les bras, les jambes, les espèces de couettes qui se terminent par des espèces de bouts de papier. Alors moi, j'ai interprété ça comme des bouts de papier. Ça pourrait très bien être des brins de laine. Je ne les ai pas modélisés parce que ça j'ai dit que tout simplement plutôt que de les faire en forme, j'allais mettre un panache de bouts de papier et ça marche très bien, on le verra sur la fin. Il y a les petits clous qui sont tout simplement des cylindres avec des faces avec une épaisseur, et je me suis même amusé à représenter une aiguille puisque la poupée Sadida, faut quand même la coudre au départ. Il y a un socle tout simple et on le voit en transparence parce qu'il n'y a pas de texture de l'autre côté, donc au final c'est transparent quand il n'y a pas de texture. Ça c'est le logiciel qui veut ça.
On pourrait très bien utiliser Blender, SketchUp, Animator, tout ce que vous voulez. Il me semble qu'il y a, oui, il y a une conférence sur ces différents logiciels-là. Moi à l'époque on m'avait dit Metasequoia, je l'ai utilisé, effectivement c'est intéressant. Parallèlement à ça, moi pour le boulot de manière professionnelle, j'utilise Katia et SolidWorks, je maîtrise les deux. Mais pour faire ce que j'ai fait là, Metasequoia me suffisait largement. Vous prenez un point. Le Metasequoia techniquement c'est assez simple, hein. Vous prenez le point. Alors je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps, donc je ne sais même plus comment. Je dois faire select, je crois, commande select move. Et si je prends le point, non voilà, je sais même plus comment on l'utilise. Je suis désolé. Je l'ai fait il y a 10 ans, hein, et depuis j'en ai pas refait. Je ne fais que du montage. Il y a tellement de modèles en libre téléchargement qu'au final, ça me suffit. Surtout il y a les modèles que j'aime bien. Mais à l'époque, je savais tout simplement utiliser les commandes. Et petit à petit, on fait ça. Ensuite, il faut tout simplement affilier une texture à ça. C'est pas simplement un coloriage en rouge, puisque Poche a tout simplement, on voit la représentation du trait de couture comme si la tête avait été en deux parties. Il y a tout un skin, une sorte de peinture sur la tête, elle a son sourire, il y a une espèce de petite cible en plein milieu. D'ailleurs je m'aperçois que j'ai jamais terminé correctement la texture de la fin des bras et des pieds, puisque normalement il y a une espèce de dentelle que je n'ai jamais fait. Je viens de le remarquer. Je modifierai peut-être un jour. Du coup, il faut ce qu'on appelle des fichiers textures. Et les fichiers textures, alors, où est-ce qu'ils sont? Ça ressemble à ça. Alors, c'est très bizarre quand on ne voit pas ce que c'est, puisqu'en gros, on a l'impression que c'est de l'art abstrait. Alors là, encore plus, puisque ici, vous voyez très bien qu'il y a la zone où je trouve le ventre. J'ai des espèces de parties blanches un peu partout qui doivent servir à quelque chose. Alors celle-ci, je le sais, ces deux-là, elles servent tout simplement à... si je repasse sur la petite finie, c'est justement les bandes qui permettent de couper la fin des bras. Où il manque justement une espèce de dentelle dont je viens le truc dont je viens de m'apercevoir. Et cette partie-là, qui est une espèce de bariolé très bizarre, c'est la partie qui permet de faire le bariolé du début de ces couettes. Il y a également la deuxième qui permet tout simplement de générer uniquement la structure, la texture concernant la tête. Donc on voit très bien la face ici. Là, c'est la zone où on plante un clou dans la poupée. Et ça, c'est l'arrière, tout simplement, du crâne. Puisque, en fait, quand on va d'un côté à l'autre de l'image, la manière dont je l'ai utilisé, c'est simplement que vous prenez, c'est comme si c'était un papier d'alu sur une boule, et vous repliez petit à petit le papier d'alu au fur et à mesure. Ça, c'est la méthode que j'ai utilisée pour la tête, puisque globalement, c'est une sphère un peu déformée. Et c'est ce qu'on appelle la texture, ajout de texture par recouvrement au fur et à mesure. Parce qu'on peut très bien faire une texture qui va traverser tout le modèle et qui va mettre exactement la même texture devant et derrière. Ça peut être utile, mais là, ça ne m'intéressait pas. Surtout que j'avais un avant et un arrière bien différents. On peut également faire le recouvrement par cylindre. C'est simplement une feuille de papier. Et quand vous recouvrez le cylindre, en fait, elle va se recouvrir au fur et à mesure. Ce qui veut dire que vous allez un avant, un arrière, faire ce que vous voulez. Quand vous les appelez dans le logiciel, non, ça c'est l'autre, le logiciel 3D, du coup, vous le faites par entité. C'est-à-dire que la tête est une entité ici. Les bras sont une entité. Le corps est une entité. Les couettes sont une entité. C'est-à-dire que je n'applique pas le matériau partout pareil, puisque je vais utiliser différentes méthodes. Pour les couettes, par exemple, c'est une structure traversante qui fait un découpé franc. Pour la tête, c'est une structure recouvrante selon une sphère, plus ou moins. Si je vous affiche les textures, voilà ce que ça donne. Et pareil pour, bien sûr, le socle, qui a tout simplement l'insigne des Sadida, qui est une des races, donc, je rappelle, de Dofus Wakfu. Dans Kama, et donc c'est pas très compliqué au niveau des images. Voilà, l'emblème Sadida, il est tout simplement représenté par une poupée Sadida et des lianes, puisqu'ils viennent de la forêt à la base. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai associé les textures. C'est qu'on retrouve bien la tête très joyeuse de la poupée, et on retrouve également l'espèce de sigle à l'arrière qui est tout simplement mon logo, qu'on retrouve coupé en deux vu qu'ils se recollent l'un sur l'autre
bord à bord. Voilà, voilà. On retrouve bien sûr la cible. Et d'ailleurs, on voit très bien que la cible a été mise selon un plan. C'est-à-dire qu'elle a été appliquée. C'est pas comme si j'avais pris la texture, je lui avais dit tu l'appliques tout droit. Il suit un plan, donc la normale au plan est différente. Ça se voit, pourquoi? La cible devant, elle est vraiment complètement centrée par rapport au corps du perso. Si je le retourne, la cible, elle se retrouve identique puisque j'ai fait une texture traversante totale. Et vu que la normale d'application est en biais, elle se retrouve plutôt décentrée vers le bas. Dans mon 3D, je m'en fiche, puisque au final, j'ai repris ensuite les pièces quand on les développe avec le logiciel qui va permettre de le déplier. Et j'ai tout simplement recolorié en rouge toute la zone, puisque je voulais pas de sigle. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai considéré qu'il y avait simplement une cible devant, pas de cible derrière, et donc c'était rouge uni. Donc c'est pas très grave si je le vois sur le 3D, puisque j'ai retouché les pièces en 2D issues du dépliage. Il y a une chose qui est amusante, on peut très bien... alors attends, où est-ce que je l'ai vu ça? Là, on le voit, la notion de facette, on la voit très bien. Vous voyez que c'est très, très anguleux. C'est des facettes à 4 côtés. On peut avoir également des facettes triangulaires, par exemple ici. C'est la base, un triangle ou quadrilatère. Mais le logiciel permet tout simplement de faire ce qu'on appelle une fonction smooth, où il va tout arrondir, et il me semble que la texture est censée suivre. Il suffit que j'arrive à le... Voilà, smooth shading. Et voilà ce que ça donne. Si j'arrive à enlever... Non, alors c'est pas ça. Je sais pas si je peux cacher... C'est peut-être possible, mais je sais plus comment on fait. Pour cacher tous les éléments filaires et les éléments points. View. Ouais, je pense que je vais pas y arriver parce que je ne sais plus comment on fait. Tant pis. Du coup, si vous regardez bien, si je zoome, en fait, l'ensemble a été totalement arrondi. C'est comme si on avait quelque chose de très rond. En gros, comme si la surface était un textile et qu'il arrondisse absolument tous les angles. C'est exactement ce que font également ZBrush et les autres logiciels, de manière à faire des rendus très ronds, mais à la base, tout est géré par un système de polygones, tel qu'on le voit en rose. Et on voit très bien la grosse différence entre effectivement la partie très anguleuse et donc polygonale de la version harmonisée et surtout très arrondie. À partir de ça, on enregistre ce fichier-là et on va utiliser le petit fichier magique qui s'appelle Metasequoia. Alors, je vais vous cocher ça. Metasequoia donc, reprend exactement tout à fait la modélisation 3D qu'on avait. Donc on retrouve exactement tout, y compris le défaut de texture que j'ai vu là, mais dont je me contrefiche pour l'instant. Et on va lui dire tout simplement... Alors, Pepakura, j'en parlais tout à l'heure, c'est le logiciel que tout le monde utilise pour faire du papercraft. Il arrive à comprendre, à interpréter un très grand nombre de logiciels qui font de la 3D associés avec des textures, le mapping texture. Et en fonction des arêtes sélectionnées, il va vous découper toutes les pièces en plusieurs, enfin toutes les volumes, toutes les zones, en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'on va sélectionner, là je peux pas le faire parce que c'est la version viewer, la version éditeur est sur, je l'ai ailleurs. C'est un logiciel qui au passage, la licence coûte 45 $ à vie. Donc elle est vraiment pour tout le monde et accessible très très facilement. Il y a des mises à jour qui sont faites encore petit à petit. Voilà, donc par exemple, là j'ai clairement conçu mon modèle par système d'anneaux, c'est-à-dire que des anneaux successifs qui vont monter petit à petit et fermer les formes. Pareil pour les bras, pareil pour le corps, pareil pour les pieds, pareil pour les couettes. L'avantage c'est que vous prenez un anneau qui refait un anneau, en fonction de la forme plus ou moins droite ou plus ou moins conique de l'anneau, ça va vous donner soit des coudes qui vont tourner petit à petit, soit des sphères, soit des cylindres droits. Une fois que vous avez fait ce découpage, ça donne ça.
C'est-à-dire que là, en fait, j'ai tout simplement activé la fonction, visualisation de la pièce, du modèle 3D, avec les pièces découpées les unes par rapport aux autres. Donc on trouve absolument toutes les pièces et on voit que, bien sûr, elles se terminent toutes, puisque ce sont des pièces circulaires, elles sont forcément ouvertes à un moment pour pouvoir être mises à plat. Donc j'ai absolument toutes mes pièces qui sont là. Une fois que c'est fait, en fait, bah, le logiciel, comme un grand, remet toutes ces pièces à plat. Donc effectivement, par exemple, l'anneau central où on voit les yeux, effectivement c'est un immense anneau qui est très légèrement ovoïde, mais si vous le prenez tout seul, vous pouvez très bien faire un anneau parfaitement sphérique, cylindrique, pardon. Et le logiciel sait qu'il a découpé une pièce par rapport à une autre, donc il va créer tout seul les systèmes de languettes qui va permettre d'appliquer la colle et de coller la pièce à la suivante. La taille des languettes, on peut lui demander. Quand je dis la taille, c'est la hauteur de la languette. Hein. Là, c'est à peu près 4 à 5 mm, je crois. On peut très bien lui dire de faire 1 mm, c'est-à-dire qu'on ne les verra pratiquement pas, ce qui n'est pas intéressant parce que du coup, ça sera très compliqué à assembler. Et à chaque fois qu'il a un point de polygone sur la structure, il arrête et il recrée une nouvelle languette, puisque pour lui, c'est une césure et il y a une pliure. C'est ça tout le temps. Il le génère en automatique. Par contre, il y a quand même une phase de travail, puisqu'il génère les languettes un peu n'importe comment, c'est-à-dire qu'il va en mettre à droite et à gauche. Naturellement, ensuite, il suffit de cliquer sur la languette pour lui dire non, je ne la veux pas de ce côté, je la veux sur l'autre pièce. Dans ce cas, la languette va disparaître, par exemple ici, va aller sur l'autre pièce. Et si elle n'est pas là, ça veut dire qu'elle est sur une autre pièce, je clique et elle apparaît ici. Le but du jeu, c'est que toutes les languettes soient du même côté. Alors ça, c'est de manière générique. Il y a certains moments, quand on commence à faire des montages un peu sphériques, mais sphériques dans le sens par fuseau. Là, moi, j'ai découpé ma sphère, si on considère que la tête est une sphère, par anneau. Par fuseau, ça serait de la découper comme des quartiers d'orange. Donc faire que des fuseaux. Et dans ce cas, pour le montage, là, il y a un montage qui est intéressant où on fait les languettes alternées sur la pièce droit-gauche. Ça permet en fait que les pièces viennent se caler entre elles naturellement. Et ça permet de faire une sphère quasiment parfaite. Je préfère la méthode des anneaux personnellement, parce que c'est moins visible qu'avoir des pièces sectionnées verticales. Ça, on en parlera après. Donc voilà, donc ça vous donne absolument comment on appelle ça, le papercraft. Là, alors les pièces ont été arrangées parce que d'habitude, ici, où peut-on trouver des modèles plan 3D JDR? Ah, là, c'était une question pour la conférence précédente. Tant pis. C'est pas pour moi. Oui, donc je disais, les pièces, il les sort de manière aléatoire. Ensuite, il nous donne la possibilité de les ranger, en fait, d'une certaine manière. Ce qui permet d'avoir une suite logique. Par exemple, là, en fait, on voit très bien que sur ma deuxième page, donc c'est la partie du milieu, là, je commence d'abord par le haut de la tête, puis le premier anneau, suivi du deuxième, suivi du troisième, suivi du quatrième. Le cinquième, quatrième, enfin c'est le cinquième, parce que le quatrième est tellement grand, c'est la partie où les yeux, qu'il rentre pile poil dans la diagonale d'une feuille. Les pointillés que vous voyez ici représentent une feuille A4, format A4. C'est limite, en fait, ça passe. Et en fait, je me suis débrouillé pour que la taille à laquelle j'ai sorti le papercraft puisse être imprimée sur du A4 tout en ayant des pièces en une seule fois. Je voulais surtout pas la diviser parce que je n'avais pas envie. Et donc du coup, je me suis débrouillé pour adapter la taille du modèle de manière à ce que lors du développement, la pièce la plus grande se passe dans la diagonale de la feuille. Ça, c'est très facile parce qu'une fois que vous avez déterminé où vous découpez les pièces pour Pepakura, vous pouvez faire le découpage en fonction d'une certaine taille, vérifier ce que ça donne, annuler, changer la taille, il conserve absolument toutes les données, et vous pouvez tout simplement lui dire, voilà, maintenant je l'ai fait en 20 cm, je la veux en 40 cm,
il va refaire le calcul, mais il sait exactement à chaque fois où il a découpé. Donc ça ne changera rien pour lui, tout est enregistré. Et c'est vachement pratique. C'est comme ça qu'en fait, quand on s'échange les fichiers, en général, on donne la version viewer accompagnée du fichier des planches, parce qu'en fait, ça vous donne déjà... c'est le guide de montage sur les modèles un peu complexes. Alors celui-là est très simple, mais déjà, ça vous permet de savoir qui va où. Alors naturellement, vu que j'ai très peu de pièces, ça serait facilement détectable. Mais voilà. Du coup, c'est là-dessus. Donc effectivement, ce que vous avez vu, c'est à chaque fois que je sélectionne une pièce sur la 3D, alors vous le voyez peut-être pas, mais elle est encadrée en rouge. Alors là, j'ai carrément toute la feuille qui est encadrée, dû au fait que la pièce est en diagonale. Si je prends par exemple cette pièce-là, voilà, c'est encore plus visible. La pièce, donc c'est la 3e bande, elle est sur la 2e page et elle est encadrée par un cadre rouge. Ça grise absolument tout le reste. Comme ça permet de voir en fait la forme qu'elle a exactement, puisqu'on peut tourner comme on veut en fait. Mais ça marche également dans l'autre sens. Par exemple, la pièce qui est ici, bah, ça correspond tout simplement au fond du corps de la petite poupée. Et c'est un fond qu'on ne voit pas parce qu'en fait, il est à l'intérieur. Ça me permet en fait d'avoir une petite jupe qui recouvre, une espèce de jupe en fait, qui recouvre, je vais repasser en mode modélisation classique, qui recouvre les pieds. C'est-à-dire que les pieds sont collés sur comment je dirais, sont collés sur un plan qui lui-même est en dessous la fin de découpe du corps de la poupée. Là, c'est mon cas. Hein. On utilise souvent ce système-là pour les personnages, par exemple, qui ont des jupes ou les écolières dans les personnages japonais, quand on ne veut pas s'embêter à représenter l'entrejambe, voire carrément la culotte. Ça se fait, hein. Il y a beaucoup de papercraft où la culotte est représentée, il faut vraiment prendre la figure et la retourner pour le voir. Cela dit, c'est exactement le même système que vous avez sur beaucoup de figurines résine ou PVC. Les gens s'amusent et parfois ils même mettent des motifs sur les culottes. Ça existe également dans le papercraft. Hein. Je vous dis, hein, tout ce qui existe en figurine, techniquement, existe en papercraft. Si quelqu'un, bien sûr, a pris le temps de le faire, bien entendu. Donc voilà. Donc une fois que vous avez toutes vos planches, vous n'avez plus qu'à les imprimer. En général, le logiciel vous permet de sortir un fichier PDF, comme ça vous avez tout en un seul fichier. Vous le sortez sur une imprimante et ensuite, eh ben, on va donc passer au montage. Donc, alors c'est pas celui-là. Alors, touc, touc. Alors effectivement, là c'est la modélisation dont je vous avais parlé, qui permet de voir le modèle smooth sans effet polygonal. Encore qu'on le retrouve un petit peu. On voit qu'il y a un effet polygonal, mais disons que le modèle smooth permet d'appliquer les ombrages comme si les surfaces étaient quand même globalement rondes. Mais on retrouve le fait que j'ai des facettes lors de la conception. C'était un petit aparté. Pour le montage, là, je vous ai épargné l'étape de découpe. J'ai toutes les pièces qui permettent d'assembler la tête, et y compris l'espèce d'aiguille ou de clou qui est plantée dans la tête. Donc on retrouve absolument toutes les languettes, y compris les languettes qui permettent de fermer des disques, mais qui sont légèrement coniques. Mais c'est un cône qui est très plat, c'est pour ça que ça va faire une pièce quasi plate. Et voilà. Donc ensuite, c'est assez simple. Ah, pardon. Ah bah si. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, ok. Compris. Donc j'ai pas l'étape de montage en fait pièce par pièce, je l'avais pas fait à l'époque. Derrière c'est la planche de découpe, on voyait qu'elle était bien utilisée. Depuis j'utilise un pad de découpe qu'on appelle chirurgical, qu'on trouve un peu partout, notamment chez Cultura.
qui permet de rester des années sans qu'on voit trop les stries puisqu'elles se referment en fait. Elles sont présentes mais en fait elles se remettent bord à bord. Là on a justement la pièce montée qui correspond à une des couettes et notamment le petit effet papier dont je parlais où j'ai mis plein de petites languettes de papier les unes sur les autres. De manière à faire un espèce de panache comme on voyait sur l'image au tout départ. Donc voilà ce que ça donne. On voit pas trop qu'il y a plusieurs pièces. Là par exemple le liseré qu'on voit ici, très clairement, hop, le liseré qu'on voit ici c'est la séparation entre une pièce et une autre. Après là ici je crois que la séparation est quasi sur la séparation naturelle entre le rouge et le blanc, ça se voit pas trop. Voilà, ici on voit bien qu'on a différentes pièces. Voilà. Donc ça donne tout simplement la tête une fois qu'elle est finie et sur laquelle on a mis le clou. Donc on voit clairement les différentes pièces puisque lorsque j'ai fait la photo, la lumière, bien sûr, c'est une lumière qui vient du plafond. Et donc ce que vous voyez là, c'est tout simplement l'épaisseur du papier qui génère, puisque chaque languette supérieure est collée sur la languette inférieure, systématiquement. C'est le montage que j'ai défini comme ça. En gros, c'est la toute petite ombre que vous voyez là qui est générée par la languette de papier vu qu'elle a une certaine épaisseur. Le papier utilisé c'est du 160 grammes par mètre carré, un papier usuel fait 80 à 90 grammes. Ça permet d'être beaucoup plus robuste au montage et même en longévité quand on l'emmène surtout dans les cartons comme chez nous à Navigator puisqu'on les balade énormément sur tous les différents salons. Donc, elles ont tendance un peu à s'abîmer mais plus elles sont cartonnées mieux c'est. Elles sont beaucoup plus blocs. Alors cela dit, il y a une chose que je n'ai pas encore dit. Bien qu'on ait l'épaisseur du papier, on ne voit pas de liseré blanc. Puisque quand on imprime, que ça soit une impression jet d'encre ou une impression laser, l'impression laser va déposer une couche complètement et cuire cette couche sur le papier. L'impression jet d'encre va imbiber le papier, mais juste en surface. Déjà, il y a une grosse différence entre ces deux techniques, parce que quand vous prenez une pièce de Papercraft et que vous la pliez très franchement à 90 degrés, si vous prenez une pièce qui est imprimée en impression laser, vu que c'est une couche superficielle sur le papier, à la pliure, ça craquelle et vous voyez le blanc du papier en dessous. Enfin, à la pliure. Chose que vous n'avez pas si vous utilisez de l'impression jet d'encre, puisque le papier superficiellement est ancré. Enfin, superficiellement jusqu'à une certaine profondeur de quelques microns. Du coup, quand vous pliez, vous déformez le papier, ça s'ouvre un peu, il y a des micro-fissures qui se créent, mais les micro-fissures elles-mêmes sont colorées en fait, donc vous ne voyez pas que le pli a détérioré le papier. Et surtout la peinture. Par contre, quand vous découpez la pièce, très clairement, vous avez l'épaisseur du papier. Et l'épaisseur en elle-même, elle est blanche. Puisque le papier est blanc. Pour remédier à ça, il suffit tout simplement d'avoir un stock de feutres de toutes les couleurs. 24 couleurs suffisent potentiellement. Hein. Moi, j'ai des feutres, j'en ai que 24. Vous choisissez la couleur qui se rapproche le plus de la couleur de texture de la pièce et avec la pointe du feutre, vous coloriez uniquement l'épaisseur du papier. Ce qui fait que ici, je ne vois pas de liseré blanc, aucun, puisque en fait la tranche du papier a également été colorée en rouge dans ce cas-là. Ce qui permet de rendre le résultat encore plus réaliste. Et plus on est loin, moins on voit en fait que c'est du Papercraft. Si on en doutait déjà, ne serait-ce que par la modélisation et l'aspect un peu trop polygonal éventuellement, si l'aspect polygonal est très fin, à savoir que les pièces sont relativement rondes ou très, très galbées, pas anguleuses avec un polygone très, très gros. Le fait de colorier l'épaisseur du papier va vous éviter toutes les liserés blancs à chaque changement de pièce et ça renforce encore le côté bluffant de se dire on s'approche de la figurine et mince, c'est pas une figurine, c'est une figurine en papier en fait. C'est le cas en fait de celles qui sont derrière moi, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc en termes de développement, voilà, donc là c'était simplement là j'ai rajouté l'une des couettes, je crois qu'il y a la deuxième qui suit. On a le corps qui est monté, donc on a le corps plus les deux. Ah bah si, j'ai rien dit en fait, j'ai bien modifié la dentelle sur les bras. C'est simplement mon fichier 3D qui est pas à jour. Bah voilà, comme quoi.
Le corps est à moitié complet. Voilà, on voit les prochaines languettes qui vont permettre de coller la languette suivante sur le corps. Je crois que j'ai fait le tour. J'avais pas pris énormément de photos à ce moment-là. Au passage, voilà la taille des petites pièces qui permettent de construire l'aiguille que j'avais sur le socle, donc l'aiguille qu'on retrouve ici, qui est plantée dans le socle. C'est tout petit, et voilà, donc en comparatif avec une pièce de 2 €, donc ça fait des pièces toutes petites. Alors là, on parle de toutes petites languettes. Et une fois que vous l'assemblez, au départ ça ressemble à ça, les pièces avec les petites languettes très pointues. Vous les fermez sur elles-mêmes, ça vous donne chaque petit segment, chaque petit bout. Et quand vous les collez en complet, ça va vous donner du coup la zone fermée qu'on voit très bien ici. Donc qui est la zone fermée du chat d'aiguille. Et à chaque fois, parfois il faut simplifier les surfaces. Et dans tous les modèles 3D qu'on récupère en fait dans des jeux vidéo, on simplifie systématiquement le nombre de surfaces, puisque plus les personnages sont articulés et plus ils sont fluides à l'écran, plus en termes de papercraft il va y avoir beaucoup trop de surfaces polygonales. Donc il y a toute une simplification des modèles avant de pouvoir les exploiter. Pour du papercraft. C'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout, mais à l'image de créer un papercraft de toute main, c'est-à-dire un 3D de toute main en fonction de simplement d'une image, il faut quand même retravailler un minimum les papercraft et surtout les fichiers 3D issus des jeux vidéo, puisqu'ils sont systématiquement beaucoup trop denses en polygones par rapport à ce qu'on veut en faire pour du papercraft. Notamment le fait que là on voit clairement que tout est organisé de manière à ce que ça fasse soit des fuseaux droits, soit des anneaux droits. C'est très rarement le cas sur les fichiers polygonaux qui sont issus directement du logiciel, en fait du jeu. En fait, il faut toujours les retravailler. Il y a vraiment une grosse partie de travail derrière. Et donc en fait, voilà ce que ça donne une fois fini. On a tout simplement une petite poupée Sadida très intéressante. Alors ce qu'on peut voir là, je ne sais pas si on va le voir mieux sur d'autres photos. Non, ici on arrive à le voir. En fonction de la qualité de l'écran, la qualité de la diffusion, vous verrez que la bande qui est en bas du personnage, pas la toute dernière, mais la bande qui est juste en dessous, la partie cible du personnage, paraît d'un rouge un peu différent, beaucoup plus rouge magenta, là où on a un rouge beaucoup plus orangé. Et en fait c'est vraiment le cas, puisque j'ai dû refaire cette pièce et je l'ai imprimée sur une autre imprimante jet d'encre dans les deux cas que celle que j'ai utilisée pour la première impression. Et clairement, le calage des couleurs était totalement différent entre les deux. Et c'est encore plus flagrant quand on a vraiment le papercraft en main en fait. Comme quoi il vaut mieux tout imprimer, voire 2 fois si on veut faire des essais sur la même imprimante, voire en une seule fois, puisqu'il peut éventuellement y avoir des différences de teinte sur la même imprimante en fonction du logiciel utilisé ou même de l'ordinateur par moment. Il faut le savoir. Voilà, donc tout ce petit personnage fini. Ah, c'est implanté. Et voilà ce que je disais, à l'arrière en fait, je pense qu'on doit le voir sur les planches. Non. Sur les planches, effectivement, ce dont je vous parlais, l'arrière du personnage. La planche qu'on voit là à droite, vous avez à la fois l'arrière et l'avant du personnage. Alors, je ne sais pas lequel est lequel, je ne me rappelle pas. Si, c'est facile. L'avant, c'est la partie gauche, l'arrière, c'est la partie droite, à cause du calage de la cible. J'ai sorti clairement le fichier comme ça. Et en fait, j'ai repris le fichier en mode image et j'ai tout simplement recolorié les zones blanches ici en rouge. Ce qui a permis tout simplement de sortir en rouge complètement, bien que ça ne soit pas présent dans cet état-là sur le 3D. On fait ce qu'on veut, ce sont des fichiers imprimés à la fin, on peut les modifier. Voilà le montage du socle, avec les clous rouillés, alors, très très succinct. Ils sont même très très géométriques. J'aurais très bien pu me dire, je les fais beaucoup plus segment par segment pour qu'ils aient une forme très ronde. Ça, je l'ai pas fait à l'époque. Maintenant, parce que je connaissais pas, j'avais pas envie de m'embêter, mais en fait, j'aurais très bien pu dû créer en fait une pastille avec énormément de segments sur la circularité.
Par contre, ça veut dire qu'il y a d'autant plus de petites languettes à coller, mais maintenant que j'ai la technique, c'est plus vraiment un problème. En fait, vous l'appliquez tout en même temps, vous appliquez de la colle sur tout en même temps. C'est peut-être le seul cas, les rares cas où on accole et on colle toute une série de languettes en même temps. En fait, pour les cylindres, ça marche très bien. La face d'un cylindre sur le cylindre lui-même. Donc toutes les roues de voiture, c'est très souvent le cas. Voilà la petite poupée sur son socle. Et il me semble que je dois avoir même la version... Ah bah non, voilà, avec l'aiguille. Donc l'aiguille, elle est simplement, j'ai planté sous le socle, il y a un gros carton épais. J'ai planté une aiguille dedans, l'aiguille, une vraie, hein, pour le coup, une petite aiguille de couture. Et c'est ce qui me permet de guider l'aiguille en papier. Et l'espèce de tresse, bah, ça symbolise, c'est une tresse en raffia, pour rester dans le thème du papier complet. C'est une tresse en raffia qui permet tout simplement de symboliser un cordon de couture qui permettrait d'assembler justement les espèces de gros filins qu'on voit parcourir la tête de poche, la petite poupée. Voilà, ça en gros le développement complet, parce que je maîtrisais pas le logiciel au départ, parce que j'ai appris à faire de la texture, c'était la toute première que je créais à l'époque. M'a quand même demandé je crois entre 10 et 15, une dizaine d'heures peut-être, un truc comme ça. Et ensuite, il y a une petite dizaine, allez, 6 heures de montage peut-être. Il y a 5-6 heures de montage, je pense. Donc voilà, c'était vraiment bonne petite chose à faire. Je me suis bien marré. Pour vous montrer d'autres choses. Certains l'ont déjà vu, c'est un modèle que j'ai commencé, alors c'est pas celui-là justement, un modèle que j'ai commencé sur les Geek Ferries, que vous m'avez vu voir faire pendant les Geek Ferries, pendant les On the Web. Je l'ai ici, mais toujours pas fini. Alors j'ai fini toutes les pièces, il faut simplement que j'assemble les pièces entre elles. C'est tout simplement Star Fox, Fox de Star Fox ou Star Fox Adventure. Mais c'est juste pour vous montrer en fait la présentation. Le modèle est tellement compliqué, donc là vous voyez toutes les pièces, donc il y a vraiment beaucoup de pièces à monter. Et les pièces sont tellement les unes sur les autres que celui qui l'a modelé, qui a conçu le modèle en 3D, pour la facilité de montage, vu que le logiciel 3D nous sert également de guide d'assemblage, il a tout simplement désassemblé par groupe les différentes pièces. On a le groupe avec le veston, le groupe avec tout le bassin, le début du torse et les jambes, le groupe pour la queue, le groupe pour la tête, les yeux sont un truc spécifique, le casque qui vient sur la tête, ce qui explique qu'il y a un trou dans la partie de la tête au-dessus là. Son blaster est également en plusieurs parties parce qu'il se monte réellement en plusieurs parties. C'est-à-dire que d'abord on monte la crosse. Il faut monter également la main du personnage. Une fois qu'on a ces deux-là, on peut commencer à mettre la crosse dans la main, puisque une fois qu'on a fait ça, il faut également la deuxième pièce du flingue, et mettre la troisième qui vient verrouiller l'ensemble dans la main. Une fois que c'est fait, vous ne pouvez plus retirer l'arme de la main du Papercraft. C'est un montage qui est vraiment très intéressant. Donc voilà ce que ça donne en fait, vous avez tout éclaté et du coup à côté vous avez toutes les pièces et là il y a 3 x 5, 15, 16, 17 pages. Non 4 x 5, 20. 22 pages dont des options, donc réellement il y a 21 pages de pièces à découper, dont certaines qui sont vraiment pas très grosses. Il n'y a rien qu'à voir là. Là j'ai en visuel 3 pages. Et il y a plein de petites pièces, toutes petites. Ça, c'est le contrôleur vocal. Ça, c'est la main, une des mains. Alors, vous avez les différents doigts, les phalanges, la partie gantée. Là, la deuxième est ici, au centre. Donc voilà. Je pourrais vous en montrer des tas comme ça. J'ai par exemple le Mopost, ça c'est juste un montage. Pen. Pen, pour ceux qui connaissent, c'est Shinseki Evangelion. Hop. Oui, j'ai pas les caractères japonais, je sais. Voilà. Et donc c'est tout simplement, alors on va le remettre normalement. Donc c'est tout simplement le pingouin d'eau chaude de Misato, avec son petit backpack qui sert à je ne sais quoi d'ailleurs. Certainement à respirer ou à avoir un petit peu d'humidité. Je suis jamais trop sûr en fait. Et là pareil, ce système de cheveux, si on peut voir ça.
comme ça, et également son bec et sa langue ont été dissociés. Et donc voilà le nombre de pièces. Alors ça ne fait que 6 pages par contre, donc c'est assez sympa à monter. Voilà, donc à chaque fois les modèles complexes vont systématiquement se traduire par là. Alors il y a un truc qui est très intéressant là, que je peux vous expliquer, qu'on voit sur la manière dont a été pensé le modèle. Sur chacun de ses bras, ou chacune de ses ailes plutôt, lui a des griffes, systématiquement. C'est pas comme tous les pingouins, lui il a des griffes à la fin. On voit très clairement qu'il y a une notion de coude sur son bras, la partie centrale, avec un découpage très très bizarre et totalement inutile du point de vue de la position du pingouin là. Très clairement, ça veut dire que le modèle a été pensé de manière à pouvoir articuler les bras. Et quand je dis articuler, c'est certainement si son bras pouvait se plier d'une certaine manière. Alors je ne sais pas laquelle, puisqu'il me semble pas que ça se plie énormément normalement, un bras de pingouin. Mais très clairement, c'est comme si le pingouin avait des bras humanoïdes et qu'il a une notion de coude et qu'il pourrait s'en servir. Le modèle, quand il est comme ça, très clairement, c'est comme s'il avait été utilisé pour pouvoir lui donner une position spécifique après, dans un second temps. Là, très clairement, c'est un modèle d'exposition qui est, c'est comme l'humain classique. On est exposé à la verticale, aucune expression, pas de position spécifique dans les jambes et les bras légèrement écartés. Voilà. Ça me fait penser à ça. Donc il doit exister, je pense, par celui qui l'a fait, je crois que je ne l'ai jamais trouvé, un autre modèle avec une position légèrement différente, notamment dans la position des bras, griffes, je sais pas. Ça c'est bon, non, on change pas, non plus. Donc voilà. Je pense que je vais arrêter sur tout ce qui est image. Si un deuxième petit montage. Ici, vous avez tout simplement différentes étapes du montage d'un MOG de Final Fantasy. Alors celui-là, je crois que c'est même Final Fantasy 9, le MOG post qui vous permet de sauvegarder, je crois. Non, qui vous apporte les messages. Celui qui sauvegarde, c'est l'autre, avec son gros bouquin. Voilà, là par exemple, c'est le début du torse que vous avez, donc il va se mettre juste en dessous de la tête. J'ai découpé toutes les pièces et je les ai présentées pour que de la manière dont elles s'assemblent les unes avec les autres. Ça, c'est sa petite sacoche. Voilà, avec différents points de vue. Ça, c'est la petite boule qu'ils ont en permanence au-dessus de la tête. Petite sphère. Voilà. Là, je viens d'assembler toute la partie avant, le torse et le ventre, avec les pièces qu'on voyait tout à l'heure découpées et présentées les unes à côté des autres. Et petit à petit, je vais rajouter l'arrière avec le début des bras. Voilà. On lui rajoute son deuxième bras, le bras droit, qui est à gauche donc. Là, ça vous donne une grande partie des jambes. Alors, je vais arrêter. Ici, on a le bas du ventre. Ça, c'est la jambe droite. Ça, c'est la jambe gauche. Et donc, petit à petit, là, on est en train de tourner sur le côté. Et là, on est passé à l'arrière de la jambe droite et gauche. Là, par exemple, j'ai mis tout le côté. Toute cette jambe-là est faite. La jambe gauche, il y a deux parties qui descendent. Il reste le reste, le restant des pièces ici à assembler. Alors, le découpage est très très bizarre sur ce modèle. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Et c'est le problème quand on télécharge des modèles, très souvent, on n'a pas la main sur la manière dont ça a été découpé. Et celui-là, franchement, était juste horrible parce qu'il n'y a aucune découpe logique dans les pièces. Là, très clairement, vous voyez qu'on aurait très bien pu découper à la verticale. Et moi, j'aurais même fait dans l'autre sens puisque je préfère les découpages en anneaux, comme je l'ai dit. En découpage selon des plans horizontaux. Voilà, continuité du montage. Il ne reste plus que les pieds à fermer. Quand je vous dis que c'est moche, voilà, les découpes de pièces très bizarres comme ça, c'est ultra moche. Et même sur le visage. C'est pas découpé, il n'y a aucune logique de symétrie dans le personnage alors qu'il est ultra symétrique. Donc voilà, il y a des fois où il ne faut pas se poser de questions.
mise en place de la petite boule. Et ensuite, il y a également le working progress sur les deux petites ailes violacées qui se baladent derrière lui, qui lui permettent de voler d'ailleurs. Les ailes étaient découpées un peu bizarrement, mais là pour le coup c'était déjà un peu plus logique. Pas complètement, mais il y avait une certaine logique. Et ensuite on colle ses ailes directement sur le MOG. Voilà, un petit papercraft sympa, mais qui m'a demandé un peu de temps, parce que mine de rien, il y avait pas mal de pièces, et des pièces un peu alambiquées. Je crois qu'il y a plus de 10 heures de montage, voire peut-être plus, 15 heures je pense. Je ne me rappelle plus. Voilà. Ensuite, je pense que... Ouais, je vais vous présenter 2-3... Alors, je vais passer en backstage pour redimensionner la zone de vidéo. Je vais tout simplement vous présenter quelques modèles. Donc ici c'est le modèle que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est tout simplement un papercraft que je me balade depuis très longtemps, qui est le papercraft. Il sort du cadre. Voilà. Donc le papercraft, disais-je, d'un dragon. Un dragon assez connu puisque c'est le dragon des contes de Terre-Mer. Dans sa position assise, sachant qu'il existe également en vol et qu'on a de temps en temps également sur le flux, n'importe quoi, le stand. Le personnage que vous avez juste au-dessus, c'est Marvin le Martien, tout simplement. C'est le Evil Marvin qui veut toujours capturer les Looney Tunes, Bugs Bunny et tout ça. Modèle que j'ai monté il y a vraiment un bon bout de temps également. Bien sûr, le fameux Link qui est échelle 1, donc qui fait 1m75 s'il y avait absolument toutes ces pièces, puisqu'il y a les bras, les jambes, le bouclier, l'épée, le fourreau, qui a été monté notamment au départ sur une notion de fil rouge qu'on avait créé avec le public sur 2 Japan Expo, il me semble. Ensuite, les 2 personnages dont je vous parlais qui étaient derrière moi, qui sont des personnages donc issus d'un artbook officiel tiré des jeux. Celui-là, c'est l'elfe guerrière de Lineage. Lineage 2, exactement. Et on a également l'archère qui perd son arc. Hop, on va y arriver. Donc l'archère qui est issue du jeu dénommé Prince Toad's Tale. Hop là. Pen, tiens, on en parlait tout à l'heure en visualisation 3D. Enfin, juste à l'instant d'ailleurs. Voilà ce que ça donne quand on commence à l'assembler. Donc là, j'ai que la partie, on va dire début, la tête et début du buste. Il faudrait que je le reprenne. Et donc à l'intérieur, systématiquement, tous ces modèles-là, majoritairement, sont vides. Ce qui nous permet de voir absolument toutes les languettes de collage. Et surtout d'y accéder en fait. On a bien sûr les modèles d'initiation qu'on utilise très souvent chez Alligator. Donc ils sont les modèles cubiques, les Cubicraft, qui permettent tout simplement à chacun de s'essayer au papercraft en à peu près 3/4 d'heure, 1 heure pour les plus longs. Là c'est du Naruto, mais bien entendu on a une assez grande gamme de... Enfin on a quelque chose de très limité comparé à ce qui peut exister. Mais voilà. Et donc, histoire de s'amuser, ça c'était pour le fun. En clin d'œil à Benji,
qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. Oui, avec tout simplement un petit Wally qui est en Lego. Donc c'est le fameux Lego ID. C'est les Lego pour lesquels on vote en fait sur le site de Lego et qui parfois, s'il y a suffisamment de votes qui ont été atteints, passent en production. C'est le cas de celui-ci qui est vraiment très sympa à monter et qui est même, alors bien sûr il est articulé un minimum, c'est qu'on peut faire bouger la tête tout simplement, comme on veut. On peut tout faire bouger en fait. Et il y a même en fait la petite trappe devant qui s'ouvre, on peut lui ranger la plante dedans. Et en fait à la base c'est qu'il y a même la place en fait pour qu'il soit motorisé et qu'on puisse le piloter pour faire bouger en fait, le faire avancer avec tout simplement les chenilles. Voilà voilà, donc je vais vous laisser pour la prochaine conférence qui, oui je suis déjà en retard d'ailleurs, qui devrait commencer. Je ne sais même plus de quoi on va parler parce que je n'ai pas le programme. Dans tous les cas, j'espère que... Est-ce qu'il y avait des questions tout à l'heure? J'en avais pas. Apparemment, non. Donc, je vous laisse avec la conférence suivante. Je vais remettre les différents papercrafts que je viens de vous montrer sur les étagères, de manière à ce que ça soit toujours dans le flux. Voilà, et puis passez une bonne soirée et mettez-vous au papercraft. C'est vraiment accessible à tout le monde. Il suffit d'avoir des ciseaux, des mains, de la colle blanche ou colle à bois, ça marche très bien. Et de la patience, c'est tout, un petit peu de temps, et puis voilà. Bonne soirée à tout le monde.